Nous sommes dimanche 25 novembre, 13 h en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue. Nous ouvrirons ce journal avec la visite de travail en Côte d'Ivoire du Premier ministre malien Soumaïlo Boubèye Maïga a été accueilli tout à l'heure à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par Amadou Gon Coulibaly. Il est porteur d'un message de fraternité du président IBK à son homologue Alassane Ouattara. Dans l'objectif de créer les conditions d'un accroissement des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur, les acteurs nationaux du commerce extérieur se sont réunis récemment ici à Abidjan pour évaluer la participation ivoirienne au commerce mondial. Nous en parlerons dès le début de cette édition. L'Europe est prête à sceller le divorce avec Londres. Les dirigeants des 27 se retrouvent ce dimanche à Bruxelles pour un sommet spécial afin d'approuver le texte qui entérine le retrait britannique de l'UE. Un accord pour un avenir meilleur, selon la première ministre britannique Theresa May. La Société des transports abidjanais a décidé d'aller plus loin dans l'innovation et la modernisation de son système d'exploitation pour le bonheur des usagers. Nouveaux autobus dernière génération, unités de montage de minibus à Abidjan, nouveaux abris, nouvelle billettique. La Sotra et ses dirigeants veulent révolutionner le domaine du transport en Côte d'Ivoire. Mais comment contribueront-ils effectivement à l'amélioration de la mobilité à Abidjan? Que d'innovation, mais qu'est-ce qui change véritablement pour la clientèle de la Sotra? Qu'est-ce qu'elle gagne au bout du compte? Ces questions, nous allons les poser à Meïté Bouaké, le directeur général, qui est là sur notre plateau. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, monsieur Meïté. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. On sait que depuis 2017, des efforts sont faits pour renforcer les capacités opérationnelles de la Sotra. De combien d'autobus disposez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons 650 autobus en circulation. Il y a beaucoup d'autres qui sont sur les bateaux. Et qui arrivent. D'accord, ok. Les projections donc pour les années à venir sont certainement nombreuses. Vous restez avec nous. Nous allons échanger tout à l'heure dans une demi-heure, dans le cadre du magazine du dimanche. Merci. Je vous le disais au sommaire, le Premier ministre de la République du Mali effectue une visite de travail en Côte d'Ivoire à compter de ce dimanche jusqu'à demain, lundi 26 novembre. Soumaïlo Boubèye Maïga a été accueilli tout à l'heure à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par Amadou Gon Coulibaly. Vous le voyez là en image. Après un tête-à-tête entre les deux premiers ministres, le chef du gouvernement malien sera reçu en fin d'après-midi par le président Alassane Ouattara. Il dit être porteur d'un message de fraternité du président Ibrahim Boubacar Keïta à son homologue Alassane Ouattara. Un message de relance de certaines activités de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On écoute le Premier ministre malien. Je suis venu ce matin à Abidjan pour voir mon ami et frère Amadou, le remercier pour la présence qu'il a eue à nos côtés avec le président de la République à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance et de l'investiture du président. Et puis reprendre un certain nombre de dossiers que nous avions commencé à traiter depuis l'année dernière, et non, au cours même de cette année, notamment des dossiers de coopération bilatérale en matière, dans le domaine économique notamment. Et puis, bon, vous savez, tout cela traduit aussi la qualité des relations d'amitié et de fraternité qui est entre nos deux pays, nos deux peuples et entre nos dirigeants, à commencer par nos deux présidents. Le président Keïta m'a chargé de transmettre aussi au président Ouattara ses sentiments, ses sentiments fraternels et son sentiment de gratitude aussi pour tout le soutien moral qu'il lui a apporté pendant les élections passées et la présence très réconfortante qu'il a eue à Bamako, accompagné notamment du Premier ministre et d'une forte délégation, en attendant que lui-même puisse venir le remercier et remercier l'ensemble du peuple ivoirien.
Les propos du Premier ministre Soumaïlou Boubaye Maïga ont été recueillis par Herman Guivé. La Côte d'Ivoire veut donc améliorer ses pratiques commerciales dans un cadre harmonisé avec les autres pays, en l'occurrence ceux de l'UEMOA. C'est en cela que les acteurs nationaux du commerce extérieur se sont réunis récemment ici à Abidjan pour évaluer la participation ivoirienne au commerce mondial. Cela dans l'objectif de créer les conditions d'un accroissement de ces échanges avec l'extérieur. On en sait plus avec Lansine Bakayoko. La 11e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce tenue en décembre 2017 en Argentine avait traité principalement de la pêche et des droits des douanes. Tous les accords et dispositifs conclus à ce sujet s'articulent autour de 3 points. Le premier, c'est l'examen de la politique commerciale commune de l'UEMOA. Le deuxième, c'est la 11e conférence ministérielle. Et le troisième, c'est le 6e examen de l'aide pour le commerce, qui aide essentiellement nos pays en développement à s'insérer dans le tissu international du commerce. Les enjeux sont extrêmement importants parce que, vous savez, dans le contexte actuel de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC et surtout des négociations actuelles portant sur la zone de libre-échange continentale, il est extrêmement important pour la Côte d'Ivoire de définir ses positions. Afin d'assurer un équilibre général en termes de gouvernance économique, d'accès au marché et d'équité dans le règlement des différends commerciaux, la Côte d'Ivoire opte pour une approche par consensus. Il s'agit de permettre aux plus faibles du point de vue économique de participer efficacement à l'élaboration des règles du système commercial multilatéral devant réguler les marchés des biens et services. Les priorités pour la Côte d'Ivoire sont la transformation de nos produits agricoles pour avoir des produits à forte valeur ajoutée, pour pouvoir s'insérer mieux dans les chaînes des valeurs régionales et mondiales. Et puis, il s'agit aussi d'attirer les investissements directs étrangers. Il y a aussi la promotion des exportations aussi qu'il faut que le produit qu'on va pouvoir transformer soit exporté sur des marchés porteurs. En 2017, l'excédent commercial de la Côte d'Ivoire s'est situé à 1 708 milliards, en hausse de 30% par rapport à 2016. C'est ce dimanche que démarrent les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, notamment les femmes et les filles. Pour lutter contre ce phénomène, une campagne d'intenses activités va être menée pendant cette période et par les gouvernants et par les ONG. On écoute la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle s'exprime au micro de nos reporters Pierre Dipomelin et Ouattara Amadou Walter. En 2016, environ 37% de femmes ont été excisées et 2 femmes sur 5 ont subi des violences physiques dès l'âge de 15 ans, selon l'Institut national de la statistique. À l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles, le gouvernement va mener des actions sur le terrain. Ce sont entre autres la formation et la sensibilisation relatives aux violences basées sur le genre à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Cette campagne constitue à nouveau une opportunité pour susciter l'implication de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux contre les violences basées sur le genre. En effet, la violence à l'égard des femmes et des enfants est une atteinte grave à leurs droits fondamentaux. Elle se manifeste sous diverses formes, à savoir les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les violences sexuelles, les maltraitances psychologiques et émotionnelles. Violences exercées sur les enfants, agissons ensemble et maintenant pour y mettre fin. C'est le thème retenu par la Côte d'Ivoire cette année. La ministre rappelle les actions déjà menées contre ces violences sexistes. Il s'agit notamment du renforcement des mécanismes de protection des femmes et des enfants à travers la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. De la mise en place de plateformes multisectorielles de collaboration dans plusieurs régions du pays. Instituée en 1991 par l'ONU, la campagne de 16 jours d'activisme a lieu du 25 novembre au 10 décembre de chaque année. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans cette campagne à partir de 2008.
Et voilà qui nous mène à la page santé de ce journal. Allons-y au CHU de Treichville où a eu lieu vendredi une cérémonie de remise de médicaments au service d'oncologie pédiatrique. Valeur du don, 3 millions de francs CFA pour venir en aide aux enfants malades du cancer. Les donateurs sont Ami Tungara, la députée de Treichville, et Wafa Sarkis, une styliste installée en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit notre reporter Astou Touré. Le centre d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville reçoit des dons d'Ami Tunkara, député de la commune de Treichville. Des dons essentiellement composés de médicaments pour le traitement du cancer chez l'enfant. Servir au plus près la communauté, être à l'écoute des besoins les plus vulnérables et apporter les réponses adéquates avec dévouement. Tels sont les mots clés de l'engagement du député et de la marraine que je suis. J'ai bon espoir que ce modeste don de consommables médicaux permettra d'améliorer de manière substantielle la prise en charge des enfants victimes de cette maladie. Déclaré hôpital d'excellence par le président de la République, le centre hospitalier universitaire de Treichville reçoit environ 200 nouveaux cas par an. Et pour son premier responsable, ces médicaments viennent à point nommé. Il entend veiller à une meilleure utilisation. Vous venez de poser un acte de haute portée humanitaire. Ces médicaments seront utilisés pour les enfants atteints du cancer effectivement. Et une fois de plus, merci au nom de l'ensemble du personnel du CHU de Treichville. Les artistes Lokwa Kanza et Lincha ont marqué leur soutien à ce projet. C'est quelque chose qui m'a touché parce qu'il y a nos jours où tout le monde court à la poursuite de beaucoup de choses, souvent du vent, et avoir des gens qui s'arrêtent, qui prennent leur temps pour pouvoir aider les autres, ça c'est des choses qui me touchent. Wafa Sarkis, styliste, également initiatrice de ce don, entend étendre son action dans d'autres communes à partir de l'année prochaine. Du côté de nos forces de défense et de sécurité, on parle également santé. C'est d'ailleurs une préoccupation majeure. Le renforcement du contrôle des menaces sanitaires aux frontières était au cœur d'un atelier de haut niveau, une initiative de la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité. Les échanges ont abouti à une prise de conscience globale sur la nécessité d'une mutualisation des efforts des forces de défense et de sécurité pour une sécurité sanitaire imperméable. Notre reporter Abou Sanogo a assisté pour vous à la rencontre. Les grands commandements réunis autour d'une même table pour plancher efficacement sur des actions sécuritaires conjuguées en vue de mieux protéger la Côte d'Ivoire contre les épidémies de tout genre. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet de mise en œuvre du programme de sécurité sanitaire en Côte d'Ivoire, piloté par l'Institut national de l'hygiène publique, avec l'appui de Global Health Security Agenda, structure basée à Atlanta aux États-Unis d'Amérique. Améliorer la surveillance, notamment au point d'entrée du pays, à travers une approche multisectorielle, nécessite qu'un rôle essentiel soit accordé aux forces de défense et de sécurité dans le dispositif sanitaire. Les risques épidémiologiques pour la Côte d'Ivoire, bien que ternes, restent réels. Le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, a salué l'initiative américaine à travers le projet Une seule santé, qui a permis aux forces de défense et de sécurité de s'imprégner des questions sanitaires à travers l'action réelle sur le terrain de la direction de la santé et de l'action sociale des armées. L'atelier s'est achevé à l'issue d'échanges enrichissants au dire des différents participants qui se sont engagés à juguler les efforts pour des frontières plus sûres. L'institution, le médiateur de la République, veut se positionner comme un instrument de promotion de la paix et de cohésion sociale. Cela à travers le règlement pacifique des conflits. Et pour réussir cette mission, Adama Tungara, qui en est le président, les médiateurs délégués et leurs assistants étaient à Yamoussoukro pour renforcer leurs capacités sur les alertes précoces, la gestion pacifique des conflits, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. On retrouve Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Comment faire du médiateur de la République un instrument de cohésion sociale et de paix durable? Comment contenir les conflits? Comment traiter les dossiers à lui soumettre dans un délai raisonnable? Des préoccupations au cœur du séminaire du médiateur de la République à l'endroit des médiateurs délégués et leurs assistants. Pendant 3 jours, les participants ont vu leurs capacités renforcées sur les outils d'alerte précoce, de prévention et de gestion des conflits. Avec des cas pratiques, des jeux de rôle et des partages d'expériences, les médiateurs délégués et les assistants ont désormais les rudiments nécessaires pour prévenir ou gérer tout conflit. Aussi, des résolutions pour une meilleure connaissance des missions
du médiateur de la République. Sensibiliser les enfants sur les questions et les valeurs que nous voulons qu'ils assimilent. Et enfin, l'institution d'un médiateur des enfants. Le médiateur de la République inscrit cette formation de ses collaborateurs dans le cadre de la nouvelle vision de l'institution. Adama Tungara veut faire de l'institution un outil de promotion de la paix. La médiature s'est engagée fortement pour atteindre cet objectif de proactivité que la population attend d'elle, faire en sorte que la population comprenne l'utilité de la cohésion sociale et de la paix. Le médiateur de la République veut également se rapprocher des populations à travers l'installation des délégations dans toutes les régions du pays. Ce séminaire a eu le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population. On prend la direction de Béoumi où un conflit foncier oppose depuis un moment les communautés Baoulé et Malinké des sous-préfectures de Nguessan-Kro et de Maraba-Diassa. Il faut que cela cesse. C'est en tout cas le vœu cher au gouvernement qui s'attelle à trouver une solution définitive au conflit. Sidi Tiemoko Touré y a été donc dépêché. Le ministre a appelé les partis à travailler pour la consolidation de la cohésion sociale, puis il a annoncé des résolutions, notamment la prise en compte de la sous-préfecture de Maraba-Diassa dans le projet de délimitation des territoires villageois. Mise en place d'un comité pour la gestion de la crise, d'un fonds de 4 500 000 francs CFA pour des projets des communautés Baoulé et Malinké et prise en compte de la sous-préfecture de Maraba-Diassa dans le projet de délimitation des territoires villageois dans le département de Béoumi. Telles sont les résolutions de la rencontre des cadres et populations des villages de Maraba-Diassa et Nguessan-Kro pour mettre fin au conflit foncier éclaté depuis le 27 octobre dernier. Conflit suite au projet de délimitation des territoires villageois dans la localité de Nguessan-Kro. Pour trouver une solution durable et définitive à ce conflit, le gouvernement a décidé de s'impliquer. Le ministre Sidi Touré a, au nom du Premier ministre, assisté à la rencontre. Le projet de délimitation est un projet national et il s'est juste trouvé que dans sa mise en œuvre, il y a eu quelques incompréhensions. Et aujourd'hui, il est question que tout cela se fasse dans la bonne information, que nous repartions sur de nouvelles bases en associant tous les acteurs concernés directement ou indirectement. Le ministre de la Communication et des Médias a invité les cadres et chefs de village à travailler pour toujours consolider la paix entre les deux communautés. Les élus et cadres saluent l'implication de l'État. Nous avons tout l'intérêt d'entendre parce que c'est un problème, vous savez, publiquement, on ne peut pas régler tous les problèmes. Comme les chefs ont dit, il faudrait qu'on se retrouve en famille pour régler ce problème. Et je voudrais aussi remercier les populations de Nguessan-Kro et de Maraba-Diassa qui ont compris qu'ils ont besoin de vivre ensemble. Les chefs religieux et coutumiers mettent cet incident sur le fait du manque d'information et d'incompréhension. C'était un reportage de nos confrères de RTI Boaké. Un programme d'amélioration de la gouvernance forestière. Voilà la réponse que le gouvernement ivoirien entend apporter à la dégradation de son couvert forestier. Le ministère des Eaux et Forêts, à travers le processus d'accord de partenariat volontaire pour la gouvernance et l'application des réglementations forestières, a organisé à cet effet 3 jours d'atelier à Grand-Bassam. Au centre des réflexions, l'élaboration du programme et son plan opérationnel. On en sait plus avec Jean-Luc Bangbo. C'est l'une des principales réformes destinées à restaurer les fonctions écologiques et socio-économiques des forêts ivoiriennes. La mise en place du programme national d'amélioration de la gouvernance forestière, dont le plan opérationnel est en cours de discussion, est vu comme une réponse à la dégradation du couvert forestier ivoirien. La forêt est fortement endommagée, fortement dégradée, et donc l'État est vraiment en train de mettre en place un ensemble de mécanismes pour essayer de reconstituer et de restaurer son couvert forestier. Et donc tout cela doit s'accompagner par une bonne gouvernance forestière. Parce que si nous arrivons à reconstituer notre forêt et que la gouvernance ne s'améliore pas, il va sans dire que nous retomberons forcément dans les mêmes résultats. Voilà l'intérêt d'un tel programme. 3 jours de discussion en vue d'une bonne appropriation des concepts de la gouvernance forestière par les participants, mais aussi pour faciliter leur adhésion aux résultats. La bonne gouvernance forestière repose sur 3 piliers essentiels, à savoir les cadres politiques, juridiques, institutionnels et réglementaires. Il s'agit de l'administration des ressources forestières,
de l'application des lois forestières, de la gestion du régime foncier et des droits de propriété, toute gouvernance forestière qui se fait en dehors de ces principes est de la mauvaise gouvernance forestière. À ce jour, la Côte d'Ivoire a perdu près de 90% de ses forêts naturelles. La mise en place du programme national d'amélioration de la gouvernance forestière vient en complément des autres initiatives dont l'objectif est d'appuyer la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Et la lutte pour la préservation d'un environnement sain doit être l'affaire de tous. Les journalistes et professionnels de Côte d'Ivoire l'ont compris. Ils ont décidé de s'impliquer dans la lutte pour la préservation d'un environnement sain dans l'espace CEDEAO et même au-delà. D'où la mise sur pied depuis plusieurs mois d'un grand prix CEDEAO de la plume environnementale. Aujourd'hui, les lauréats sont connus et ils ont été récompensés. Le témoignage de Franck Quadio. J'ai pour habitude d'être soin de l'eau. Aujourd'hui, je suis lauréat de ce prix. Je dis merci. Andy Costa, activiste engagé pour la cause environnementale, désigné meilleur journaliste télé pour la protection de l'environnement et du développement durable. Avec lui, Makasek, journaliste sénégalais pour le volet presse, le prix radio pas attribué. Créer l'émulation au sein de la presse sous-régionale pour la vulgarisation des solutions pour un environnement sain, l'objectif de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, en initiant avec le soutien de la CEDEAO ce grand prix de la plume environnementale. La semaine prochaine, à Katowice, en Pologne, nous irons présenter ce prix au stand de SAI Event pour la Côte d'Ivoire, mais aussi sur le stand de la CEDEAO. Parce que nous pensons que tous les décideurs qui, au cours de cette réunion mondiale, au cours de cette conférence mondiale arrivent, ont besoin de savoir ce que nous prenons comme initiative, ont besoin de savoir ce que les Africains, eux aussi, conçoivent comme décision concrète pour sauver le climat. Une plume verte, un devoir à accomplir pour les différents nominés. Ils étaient une douzaine dans les catégories télé, radio et presse, ont aussi été récompensés par l'OJPCI, des structures et organisations œuvrant pour la préservation de l'environnement et l'optimisation d'une économie verte durable. Nous sommes déjà dans les changements climatiques et la solution aujourd'hui c'est l'adaptation. Donc l'une des premières pierres de l'adaptation c'est la sensibilisation. Et en tant qu'homme de médias, nous devons utiliser notre média comme vecteur de sensibilisation face à ce défi climatique qui est un défi majeur. Les gouvernements font des efforts et les organisations comme la nôtre sont là pour leur apporter leur soutien, à savoir créer des cadres d'encouragement comme ce que fait l'OJPCI à travers ce prix pour les journalistes, des cadres d'évaluation comme ce que nous faisons à travers la mise en œuvre de l'ISO 26000 qui est un ISO standard. Le représentant résident de la CEDEAO, Babacar Carlos Mbaye, le secrétaire exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement, Abou Bamba, et le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable ont tous marqué leur soutien. Notre environnement est en péril, l'écosystème dans son ensemble. Recommandations donc, des efforts doivent être déployés en synergie pour développer d'autres alternatives, telles le tourisme. Grand prix CEDEAO de la plume environnementale vise à récompenser les journalistes acteurs de la protection de l'environnement dans l'espace CEDEAO. La COP24, la 24e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se tiendra cette année en Pologne. Ce sera à partir du 14 décembre prochain et la Côte d'Ivoire y prendra encore part. Le pays se prépare d'ailleurs pour l'événement. Les enjeux de ce rendez-vous ont été présentés récemment. Ils portent entre autres sur la mobilisation des ressources financières et la mise en œuvre des initiatives d'envergure régionale. On en sait plus avec Grace Kondo. La 24e conférence des parties, COP24, se tiendra à Katowice, en Pologne, du 2 au 14 décembre prochain. La Côte d'Ivoire y participera. Ce sera l'occasion pour le pays de réaffirmer son engagement aux côtés des autres États du monde entier à relever les défis du changement climatique. Les enjeux de cette rencontre pour la Côte d'Ivoire ont été présentés aux parties prenantes. Notre pays, la Côte d'Ivoire, sera fortement représenté à la COP24 pour y présenter ces initiatives qui, je le rappelle, sont en cohérence avec notre plan national de développement depuis 2016-2020. Nos attentes peuvent se résumer en 4 points. D'abord, le renforcement des capacités des parties prenantes. Ensuite, la mise en œuvre des initiatives d'envergure régionale
la mobilisation des ressources financières et enfin le partage d'expériences. Nous avons pris des engagements à la dernière COP par rapport à l'initiative cacao. Vous savez que l'agriculture a été accusée de participer à la déforestation. Ce n'est pas faux, mais il y a une initiative qui a été prise qui s'appelle l'initiative cacao et forêt, faire en sorte que les plantations de cacao, la culture du cacao qui est importante pour notre pays, ne soit plus la cause de la déforestation, faire en sorte qu'il y ait un développement non seulement pour l'agriculture mais également pour la forêt qui soit durable, permettre à nos communautés de vivre en paix sur notre territoire national sans détruire notre patrimoine forestier. La délégation ivoirienne aura dans ses valises plusieurs projets structurants sur l'éducation, le reboisement et autres qui seront présentés à la table des bailleurs de fonds. Je dirige par exemple un projet qui va à l'endroit de l'éducation environnementale avec les élèves, le projet Une école 5 hectares de forêt. Voici, en dehors de ce projet, nous avons d'autres projets, des projets de flancs de montagne, de la grande muraille verte. Et nous allons à cette COP pour demander à des partenaires de nous accompagner parce que le défi à relever, le défi est très énorme. Cette rencontre permettra de définir également une feuille de route afin de déterminer la possibilité d'apporter un appui aux pays africains dans l'élaboration des programmes et stratégies de lutte contre les changements climatiques. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, lui, est à la recherche de moyens, des moyens additionnels pour financer l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas du cinéma. Le fonds de soutien déjà alloué ne suffit plus. Il faut des appuis conséquents dans le secteur privé. Mais comment amener les opérateurs économiques à soutenir l'État dans le financement du cinéma? Comment impliquer les organismes privés dans le développement du secteur? Voilà autant de questions qui ont fait l'objet de réflexions. Des réflexions dont le point est fait là maintenant par Serge Collier. 687 570 000 francs CFA. C'est le montant injecté dans la production de films en Côte d'Ivoire par le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique de 2013 à 2018. Ces moyens ont permis de repositionner le 7e art ivoirien. Il est classé 5e au niveau africain. Nous travaillons au niveau de l'État sur le plan institutionnel à améliorer l'écosystème. L'année prochaine, nous aurons 9 salles qui vont ouvrir. Et jusqu'en 2020, l'objectif, c'est de faire au moins 20 salles. À partir de 20 salles, vous avez un écosystème qui commence à se prendre en charge. Aujourd'hui, face au défi du développement de l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire, l'État à lui seul ne peut pas financer le secteur. Conscient de cela, le ministère de la Culture et de la Francophonie associe professionnels du cinéma, de l'audiovisuel et de la finance à une série de réflexions. Les ressources à mobiliser pour la réalisation du projet du cinéma ivoirien sont des ressources qui sont de l'ordre du milliard. Donc, comme c'est un secteur qui est rentable, nous réfléchissons et mettons en place les moyens, les conditions pour attirer, et ça a commencé déjà. Le secteur privé intervient dans le financement des films. Les banques interviennent dans le financement des films en Côte d'Ivoire. Nous allons amplifier ce mouvement-là. L'État, à travers sa volonté affirmée, est prêt à accompagner les opérateurs économiques désireux d'investir dans le secteur du cinéma. Mesures incitatives à l'investissement dans le cinéma, renforcement du cadre institutionnel sont quelques-unes des pistes de solutions soumises à l'appréciation des autorités compétentes. Et d'ici là, nous ici, on va faire notre cinéma. Le metteur en scène du jour, c'est Franck Quadio. Notre reporter est allé à la rencontre de Désiré Begré. Cet enseignant qui vit en France est auteur d'une œuvre en bande dessinée sur le cacao ivoirien. Une œuvre donc pour enfants, une fiction centrée sur les différentes étapes de l'ensemencement à la dégustation. Cela pour célébrer les efforts des producteurs, mais surtout encourager et développer chez les consommateurs le goût des initiatives pour la valorisation de l'agriculture. On met les grains, Voilà. Cours d'initiation à la cacaoculture, Désiré Begré, ivoirien et enseignant, veut faire découvrir au-delà de la saveur l'essence de la cabosse mère aux petits Français. Moyen trouvé, la didactique par le livre, la cabosse qui parle, tout un chantier. Nous faisons cette promotion du cacao pour permettre aux petits Français,
aux petits Européens de savoir l'origine du cacao. Et dans notre recherche en profondeur, on s'est dit que pour valoriser nos planteurs, il fallait sortir une BD, une bande dessinée qui va retracer ce circuit, depuis la pépinière jusqu'à la tablette de chocolat. Donc il y a un travail minutieux qui est fait. L'idée a germé et aujourd'hui, la graine a grandi. L'idée du processus de la transformation du cacao est expliquée par le biais du livre aux enfants. D'abord, c'est la caboche qui explique aux enfants l'histoire. Elle dit aux enfants, moi, je n'ai pas été mis en terre, mais mes autres amis ont été, voilà comment ils ont été mis en terre pour devenir chocolat. L'auteur partage la même vision pour les enfants du pays. Et aujourd'hui, nous sommes à Abidjan pour aussi permettre à nos enfants de connaître ce livre. Nos enfants ne connaissent pas le chocolat. Et sincèrement, ils ne consomment même pas le chocolat, alors que le chocolat est très important. Il y a des vertus dans le chocolat. Et c'est pour appeler nos responsables aussi. Nous, notre souhait, que cette BD soit distribuée dans les écoles. Désiré Begré est à son premier roman. L'homme exerce aussi dans l'humanitaire à travers son association Les Amis de San Pedro. Un mot d'actualité internationale. L'Europe est prête à sceller le divorce avec Londres. Les dirigeants des 27 se retrouvent ce dimanche 25 novembre à Bruxelles pour un sommet spécial afin d'approuver le texte qui entérine le retrait britannique de l'Union européenne. Un accord pour un avenir meilleur selon la première ministre britannique. C'est la première fois dans l'histoire diplomatique que deux parties redoublent d'efforts avec pour objectif déclaré de trouver une solution obligatoirement moins favorable que la situation existante. Nous sommes maintenant dans le magazine du dimanche. L'invité de ce numéro, c'est M. Bouaké-Meïté, le directeur général de la SOTRA, la Société des transports abidjanais. Monsieur le directeur général, suivons ensemble cet élément vidéo. Afin de résoudre l'épineuse question de la mobilité urbaine à Abidjan, le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour accroître et moderniser les moyens de transport, mais aussi pour fluidifier la circulation dans le Grand Abidjan. Ainsi, après la livraison de 500 autobus neufs à la SOTRA en 2017, nous poursuivrons nos efforts sur la période 2018-2020 au rythme de 500 nouveaux bus par an. Chose promise, chose due. Ce discours du chef de l'État à l'occasion du message de Nouvel An 2018 avait ceci de symbolique qu'il marque le début d'une nouvelle ère à la Société de transport abidjanais, SOTRA. La SOTRA obtient de l'État ivoirien le renouvellement de son parc auto à travers l'acquisition de 2000 nouveaux véhicules d'ici à 2020. En 2016, 500 premiers autobus Tata sont réceptionnés. En 2018, un contrat commercial est signé avec le constructeur Iveco pour l'acquisition de 500 autobus, dont les autobus alimentés au gaz naturel, respectant toutes les normes d'antipollution. Toujours dans le cadre de l'amélioration des services auprès des populations abidjanaises, mais également de la modernisation de son outil d'exploitation, la SOTRA s'est lancée dans un vaste programme stratégique axé sur l'innovation. En effet, l'entreprise s'est dotée de nouveaux abribus ultra-modernes. L'autre innovation, c'est l'instauration de la billettique comme nouveau mode de gestion des titres de transport. Ce nouveau mode de gestion répond à 3 objectifs principaux pour l'entreprise. La sécurisation des recettes, le suivi des autobus par un système de géolocalisation et l'optimisation de l'information aux voyageurs. Autant d'initiatives qui permettront à la SOTRA de jouer pleinement le rôle qui lui est dû dans l'amélioration de la mobilité urbaine à Abidjan. Surtout que l'objectif qu'elle s'est fixé pour 2018, c'est de passer de 350 000 à 450 000 passagers par jour. Monsieur le directeur général, vous disposez aujourd'hui de 650 bus qui roulent. Quelles sont vos projections pour les années à venir? Merci bien. Avant de parler de projections, je voudrais faire un petit commentaire sur l'élément qui vient de passer. Je voudrais remercier le président de la République, vous l'avez entendu. Il a promis que la SOTRA sera dotée de 2000 autobus d'ici l'an 2020. Nous, à la SOTRA, l'ensemble du personnel et moi-même, nous disons merci au président de la République, merci au gouvernement pour cette action qui va améliorer la mobilité urbaine à Abidjan. Aujourd'hui, vous avez 650. Nous avons 650 autobus en circulation à Abidjan. Et conformément au programme du président de la République, 2018 verra l'arrivée de 500 autres autobus à Abidjan, ce qui portera d'ici le premier trimestre 2019
1000 autobus neufs, conformément au programme du président de la République. D'accord. Et parmi ces autobus, il y en a de dernière génération, comme on l'a dit, de dernière génération. Et qu'en est-il aujourd'hui des bateaux-bus? Oui, les autobus qui arrivent, il y en a de dernière génération. Il faut le savoir que par rapport, conformément à l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à la COP21, s'inscrit dans le cadre de l'émission, de la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Oui. Nous, à la SOTRA, nous avons voulu nous inscrire dans cette logique en essayant d'introduire dans notre parc des véhicules à gaz. Ces véhicules à gaz seront moins polluants et moins de bruit, et ce qui permet de faire des économies à la SOTRA. Le bus à gaz, ce n'est pas dangereux, le gaz? Non, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir la phobie du gaz. Le gaz que nous utilisons, c'est un gaz naturel, c'est le méthane. Il est moins dangereux que le diesel, il est moins dangereux que l'essence. Du méthane, c'est donc pas le butane? Non, ce n'est pas du butane. Le butane, c'est ce qui est utilisé dans nos familles, ce qui est plus dangereux, mais le méthane, il est moins dangereux. Il est moins lourd que l'air, donc ce qui fait que ces actions sont au niveau vertical et non horizontal. Et on a l'expertise nécessaire ici pour l'utilisation de ces bus-là à gaz? Ne vous inquiétez pas, nous avons l'expertise à la SOTRA pour l'utilisation de ces gaz, et aussi nous avons l'accompagnement du constructeur Iveco et aussi d'autres partenaires. Que d'autres partenaires. Combien de bus donc à gaz arrivent pour commencer? Pour un premier lot, nous avons 50 autobus articulés à gaz de grande capacité qui vont être les premiers autobus de test à Abidjan. Et ensuite, si le test est concluant, nous allons augmenter le nombre d'autobus à gaz. Des autobus, d'accord, mais les bateaux-bus? Oui, pour les bateaux-bus, on ne peut pas faire tous les projets en même temps. Actuellement, nous sommes en train de nous concentrer sur le volet le plus important, c'est-à-dire les autobus, mais nous avons en projet l'acquisition de nouveaux bateaux de nouvelle génération. Et pour le moment, comme nous avons d'autres opérateurs privés sur la lagune, nous donnons priorité aux autobus, mais rassurez-vous, très bientôt, vous allez avoir le projet bateau-bus SOTRA nouvelle génération. Et comment pensez-vous contribuer effectivement à la mobilité, à l'amélioration de la mobilité à Abidjan? Il faudrait noter que la SOTRA, c'est le transporteur de référence urbain à Abidjan. Tout le système de transport urbain s'est construit autour de la SOTRA. Même le projet de métro qui va venir, la SOTRA sera l'élément essentiel. Le tracé du métro étant un peu excentré, la SOTRA va s'organiser pour organiser le rabattement des usagers vers le métro pour constituer le transport des masses que constitue le métro. Et à ce niveau-là, nous serons l'élément incontournable de tout le système multimodal qui va être mis en place à Abidjan. Nous aurons le métro, nous aurons les autobus, nous aurons les bateaux-bus. Et ce système multimodal sera intégré, sera un système de transport multimodal intégré pour lequel la SOTRA fera sa part. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous engageons dans une réflexion, ce n'est même plus une réflexion, la réalisation d'une nouvelle billettique qui sera interopérable avec tous les autres opérateurs pour constituer ce système intégré dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'interopérabilité de ce système de billettique, c'est-à-dire avec un billet, on peut passer de l'autobus au métro sans pour autant en acheter un autre billet, c'est cela? C'est cela. D'accord. Pourquoi une nouvelle billettique chez vous? Il faudrait dire qu'aujourd'hui, le président a dit que la Côte d'Ivoire doit se trouver à l'horizon 2020 parmi les pays émergents. L'émergence d'une économie comporte plusieurs aspects. D'abord, il faut aller dans l'économie numérique. Il faudrait que les entreprises soient aussi émergentes. Il faut aller dans cette logique-là. C'est pourquoi, à la SOTRA, nous avons décidé d'aller dans l'émergence avec la modernisation de notre système d'exploitation à travers la billettique. Et comment elle se présente, cette billettique? Cette billettique se comporte à plusieurs volets. Le volet de la collecte de nos recettes, le volet de l'exploitation de notre réseau et le volet du suivi de nos autobus sur le réseau urbain, c'est-à-dire par géolocalisation.
Et à ce niveau-là aussi, pour les clients, ça s'est traduit par un service amélioré à la clientèle parce que les clients vont... Tout ce que nous faisons, c'est pour rendre service à la clientèle, pour faciliter la tâche aux clients. Comment? Aujourd'hui, les clients, ils n'auront plus à faire la queue devant nos guichets pour acquérir une carte de bus, pour se payer une carte d'abonnement. Il suffit d'aller avec un smartphone, charger votre carte par Mobile Money, par MTN, Orange, tous les opérateurs de téléphonie de la place. À ce niveau-là, c'est une avancée considérable. D'accord, il y a eu une phase pilote avant la phase opérationnelle qui va commencer très très bientôt. Mais qu'est-ce que vous faites comme bilan? Quel est le bilan que vous en faites déjà? Les usagers de la Sotra, vous pensez qu'ils ont adhéré à cette nouvelle billettique? Oui, les usagers ont adhéré à cette nouvelle billettique parce que l'engouement que nous avons connu a été au-delà de notre entendement. Si bien que nous avons connu quelques difficultés à cause de l'engouement. Les opérateurs de téléphonie n'étaient pas encore prêts, alors nous avons connu beaucoup d'engouement, ça a créé des difficultés, mais aujourd'hui, toutes ces difficultés ont été aplanies et ça se passe très bien. Les clients sont contents, ils sont très à l'aise, leur budget de transport est sécurisé parce qu'il n'y a plus de risque de perte d'argent. C'est un porte-monnaie. Ces cartes-là constituent un porte-monnaie. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un véritable engouement à ce niveau. À ce niveau. Et à partir de quand il n'y aura plus de tickets ou de cartes anciennes formules? Aujourd'hui, nous ne vendons plus de cartes d'abonnement papier. Il faut retenir cela. Il n'y a plus de cartes d'abonnement papier, il n'y a plus de cartes scolaires papier, il n'y a plus de cartes fonctionnaires papier. C'est donc déjà en cours? C'est déjà en cours. Mais pour ce qui est du ticket individuel, nous ne produisons plus les tickets comme avant. Les tickets sont donnés à bord des autobus, mais nous donnons quand même un délai jusqu'à la fin du premier trimestre 2019 pour que tout le monde se mette à l'heure, tout le monde se met au goût de la nouvelle technologie à la Sotra. Mais ça, c'est pour les abonnés, pour ceux qui prennent des cartes pour le mois. Et pour les clients occasionnels, moi, par exemple, si j'ai envie de prendre le bus aujourd'hui, j'en prendrai peut-être pas les 3 semaines à venir, jusqu'à peut-être le mois d'après. Comment ça peut fonctionner avec nous? Vous avez 2 solutions. Vous acceptez de monter dans le bus et acquérir un ticket délivré par le machiniste, ce qui va se traduire par un coût plus élevé du ticket que d'habitude, ou vous confectionnez une carte et vous mettez le montant que vous voulez, vous la chargez, et à tout moment, ce montant, c'est un portefeuille. Tant que vous ne l'avez pas utilisé, il est sur votre carte. 1 mois, 1 an, 2 ans? 1 an, 2 ans. D'accord. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui change avec toutes ces innovations? Qu'est-ce qui change pour la clientèle de la Sotra et qu'est-ce qui change pour la Sotra elle-même? Pour la clientèle, tout ce que nous faisons là, c'est pour la clientèle. Qu'est-ce qu'elle gagne véritablement? D'abord, nous n'allons plus avoir des clients devant nos guichets pour payer les cartes. Les rangs, c'est fini? Les rangs, c'est terminé. Nous facilitons la tâche aux clients parce qu'ils peuvent charger leur carte à partir de leur smartphone à la maison. Pour les parents d'élèves, c'est la même chose. Donc, c'est un gain. Il n'y a pas de risque de détournement Oui, il n'y a pas de risque de détournement. Si M. Diaby, vous achetez une carte pour votre enfant, il vient vous trouver, papa, je dois acheter une carte. Vous pouvez rester chez vous, vous chargez la carte en même. Vous l'achetez vous-même. Vous n'avez plus de risque de détournement de ce fonds à d'autres usages. Le 3 août dernier, le Premier ministre a procédé au lancement officiel de la création d'une usine de montage de minibus à Abidjan. On peut dire que l'heure de l'industrialisation à la Sotra a sonné? Oui, il faut placer quand même cette situation dans un contexte global de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent à l'an 2020. Dans ce cadre-là, il faudrait que la Côte d'Ivoire rentre dans l'économie numérique, il faudrait que la Côte d'Ivoire s'industrialise, il faudrait que la Côte d'Ivoire soit digitale, il faudrait que la Côte d'Ivoire
ait une nouvelle mentalité pour aller vers l'émergence. Quel type de véhicule vous Nous, produirez? aujourd'hui, à la Sotra, nous nous inscrivons dans cette dynamique-là. C'est pourquoi il y a eu ce lancement de cette usine de montage à la Sotra. Donc, nous quel type de véhicule vous allez monter? Ce sont des minibus Iveco, de type minicar que nous voyons aujourd'hui sur la place, de 18 places jusqu'à 22 places, qui va contribuer à comme on appelle, au renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire. Et ce renouvellement d'automobile en Côte d'Ivoire, du parc automobile en Côte d'Ivoire, est un vaste programme du gouvernement. Et à ce titre, nous comptons contribuer à ce vaste projet en fabriquant, en montant sur place en Côte d'Ivoire, les véhicules qui vont permettre le renouvellement de notre parc, parce qu'il y a l'interdiction d'importation des véhicules d'occasion. Nous serons à même de produire nous-mêmes les véhicules qui vont servir sur notre marché dans quelques mois. Merci. Merci, M. Meïté. Boaké Meïté, je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société des transports d'Abidjanais. Vous nous parliez des réformes à la Sotra pour améliorer la mobilité donc, dans la métropole. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi se referme ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche chez vous.